Aujourd'hui, dans Océan Politique, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque, Mamadou Sy Albert, journaliste chevronné, analyste politique aguerri. Il est reconnu pour la finesse de ses analyses et sa capacité à décrypter avec clarté les dynamiques politiques les plus complexes. À plusieurs décennies d'expérience dans les médias et une plume respectée dans le paysage journalistique, Mamadou Sy Albert a su s'imposer comme une voix incontournable dans le débat public au Sénégal et bien au-delà. Son regard critique, sa rigueur intellectuelle et sa connaissance approfondie des enjeux sociopolitiques font de lui un observateur privilégié de l'actualité. Nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui pour un échange riche, sans langue de bois, autour des grands sujets qui animent la scène politique. Bienvenue Mamadou Sy Albert dans Océan Politique ce dimanche 12 octobre 2025. Merci beaucoup Abdou. C'est toujours un plaisir de venir à Océan Politique. Et je te remercie aussi pour ces mots très aimables à mon égard, à ma modeste personne. Et je suis également très satisfait du travail que tu fais. Et j'en profite aussi pour féliciter tous tes collègues, tous tes collaborateurs et les directeurs, et également les auditeurs. Merci beaucoup. Monsieur Mamadou Sy, on va directement au but. Vous avez suivi de près le forum Invest in Sénégal organisé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Quel premier bilan peut-on tirer de cet événement en termes d'attractivité économique et de mobilisation des investisseurs étrangers? Disons que c'est la deuxième édition que ce forum a réuni près de 70 pays, plus de 10 000 participants. On annonce qu'il y aura des investissements à hauteur de plus de 13 000 milliards francs CFA. Du point de vue participatif, je pense que quand même le Sénégal confirme son statut de vitrine des affaires au niveau de l'Afrique, avec tous ces investisseurs qui viennent vers le Sénégal. Dans le contexte que l'on connaît, ça veut dire qu'on a un potentiel attractif sur le plan économique, sur le plan démocratique, sur le plan aussi des traditions, que c'est un pays très ouvert au reste de l'Afrique et au monde. Je crois que ça, c'est important quand même que le Sénégal confirme son statut de vitrine politique, démocratique et économique. Les affaires, c'est les affaires. Il faut consolider cette image très positive du Sénégal, qu'on a un potentiel attractif. L'intérêt est là. Comment exploiter ce forum? Il faudrait qu'on ait une offre. Qu'on ait une offre. L'environnement des affaires, c'est une chose. L'environnement politique, c'est une chose. Mais l'offre technique, c'est autre chose. C'est-à-dire quelles sont nos capacités à accueillir ces investisseurs? Quels sont les domaines dans lesquels nous souhaitons qu'ils investissent? Ça, il faut formuler une offre plus technique, plus opérationnelle, pour que ces investisseurs puissent voir qu'est-ce qu'on offre en termes d'affaires. Et d'un autre côté aussi, je crois que le secteur privé sénégalais doit aujourd'hui prendre ses responsabilités, qu'il y a un pouvoir politique qui balise l'environnement des affaires, qui balise l'investissement. Notre secteur privé doit également s'impliquer et ne pas être dans des positions attentistes. Que autant l'État a la responsabilité de gérer le cadre macroéconomique, mais autant le privé national, c'est à lui que revient la responsabilité de compétir. Que le secteur privé sénégalais doit, je crois,
se remettre en cause et essayer également de capter cette opportunité. Comment travailler avec les investisseurs dans les secteurs où nous sommes présents, que ce soit l'agriculture, l'industrie, en matière de transfert technologique, le New Deal. Ce patronat-là, je crois... Le numérique. Donc c'est un secteur en croissance, c'est un secteur économique qui va se développer. Le milieu médiatique également va se développer. Donc ce secteur privé-là, il faut qu'il se réorganise davantage pour capter cette opportunité qui est offerte par l'État. Évidemment, ce privé national a aussi besoin du soutien de l'État. Je crois que notre État également doit faire des efforts, surtout sur le plan de l'accompagnement, que ce soit la formation, que ce soit le financement. Nos banques, notre système bancaire doit accompagner ce privé-là. Parce que si on veut, comme le président Diomaye l'a dit, une économie compétitive, il faut que l'État accepte de mettre sa main pour soutenir ce privé national, surtout l'accès au financement, les garanties bancaires. Il faut que ce secteur aussi ait une vision beaucoup plus large. Le marché sénégalais est très étroit. Il faut que ce privé pense Afrique, que ne pas trop continuer à nous confiner à l'intérieur de nos frontières. C'est un marché très étroit. C'est un marché très compétitif. Et on a aussi de grandes multinationales qui sont au Sénégal, qui ont beaucoup de capacités financières. Donc il faut que notre privé national, je crois, s'ouvre davantage aux pays voisins, mais également à toute l'Afrique, qu'on sache que c'est un marché qui est ouvert. Et ce privé-là, il a sa place dans le développement de l'Afrique. Tout à fait. Mais M. Si, au-delà des annonces et des engagements, pensez-vous que ce forum marque une rupture avec des précédentes initiatives économiques du pays? Peut-on y avoir les prémices d'une nouvelle vision stratégique pour le développement du Sénégal? Moi, je pense que il y a en tout cas des éléments de rupture. C'est le pilier de l'intégration africaine est beaucoup plus affirmé, que notre économie veut participer à la construction de l'intégration africaine. Et ça, c'est une rupture par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là en Afrique. En général, les pays restent cloisonnés entre eux. On ne commerce pas entre les pays africains. On commerce plus. Il y a des barrières. Il y a des barrières qui ont bloqué l'intégration africaine. On commerce plus avec les Européens qu'entre nous. Tout à fait. Ça, c'est pas acceptable dans un contexte d'une économie compétitive à l'échelle mondiale. Donc, la force de l'économie africaine, c'est d'abord des échanges commerciaux entre les pays africains. Ça, l'intégration, je crois que est un pilier que l'État doit accompagner ce privé, travailler avec ce privé pour que l'État et le secteur privé puissent porter le projet de l'intégration économique. Ça, je crois que c'est un élément important de rupture. L'autre rupture aussi, c'est de dire que nous, on ouvre nos marchés, mais avec un principe de souveraineté. La souveraineté économique. Donc ça, le privé sénégalais n'a jamais eu cette opportunité. Notre État a toujours fonctionné avec les financements du développement étranger. Mais si on a une approche qui dit qu'il faut un développement endogène, il faut s'appuyer sur le privé, il faut mobiliser l'argent en interne, mais ce privé-là, c'est lui qui doit porter ce projet-là. L'État ne peut pas porter... Il n'a même pas les moyens. Tout à fait. Il n'a même pas les moyens. Donc c'est le secteur privé qui doit réellement jouer son rôle dans ce processus d'intégration de l'Afrique. Tout à fait. Maintenant, la difficulté, je pense, c'est sur le plan de notre patronat est trop sénégalais. On se recroqueville dans des secteurs, dans des petits marchés.
on n'est pas ambitieux. On n'a pas de grands champions économiques dans notre zone. Même les grands champions économiques qui viennent chez nous, on nous montre que on a un gap quand même, qu'il y a beaucoup de privés africains qui s'installent au Sénégal. Et nous, on est là, on observe, on joue à la médiation, la sous-traitance. Ça ne peut pas faire vivre notre économie. Il faudrait qu'on ait une économie endogène qui est portée par nos chefs d'entreprise. Tout à fait. Alors, pensez-vous que les secteurs prioritaires identifiés correspondent aux véritables urgences économiques du pays? Je pense que, en tout cas, l'énergie, c'est un problème central pour le développement d'un pays. Que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit les nouvelles technologies. Si on n'a pas une souveraineté énergétique, on ne peut pas développer notre économie locale. Tout à fait. Donc l'énergie, on a la chance d'avoir le gaz, on a la chance d'avoir le soleil, on a la chance d'avoir des possibilités de diversifier les politiques énergétiques. Ça, je pense que c'est un chantier prioritaire. Et c'est un atout également. C'est un atout. Le Sénégal a pratiquement tout. On a les fleuves, on a la mer, on a le gaz. Oui, le gaz on a aussi la SAR qui est là. Sur le plan technologique, sur le plan infrastructurel, le Sénégal a un potentiel. Maintenant, le gros problème, c'est la volonté politique. Tout à fait. Pour prendre l'énergie comme secteur stratégique, le deuxième secteur aussi, c'est l'eau. Le Sénégal a tout. On a des fleuves, on a la mer, on a une nappe qui n'est pas loin. Mais il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable chez nous. Tout à fait. Donc ça, ces deux secteurs, l'énergie et l'eau, montrent que c'est des secteurs transversaux. C'est ça qui peut porter l'agriculture, c'est ça qui peut porter l'industrie. Je pense que notre priorité est là. Comparativement, évidemment, il y a les routes. Les infrastructures routières. Tout à fait. C'est pas acceptable que, par exemple, des régions aussi potentiellement fournies comme la Casamance, que ce soit encore des régions cloisonnées. Que vous prenez également les autres régions. De Tambacounda, Matam, on a un problème de trafic. Les routes sont mauvaises. Même les accidents qui tuent plus que les maladies traditionnelles aujourd'hui devraient attirer l'attention de notre pouvoir, que la route aussi fait partie de nos priorités. Tout à fait. Évidemment, je pense que maintenant, ça c'est des priorités, mais il me semble la clé pour nous, c'est vraiment la formation professionnelle et technique. On n'a pas une main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'est important. Je pense qu'il faut que la formation technique et professionnelle soit le socle. Parce que ce soit l'énergie, que ce soit la route, que ce soit le transport, si tu n'as pas un personnel compétent, mais tu vas dépendre des autres. Tout à fait. Et le climat politique actuel a-t-il, selon vous, eu un impact positif ou négatif sur la participation des investisseurs? Je pense qu'il y a une éclaircie politique. C'est clair qu'il y a 2 ans, personne n'aurait imaginé un Sénégal aussi stable. Tout à fait. On s'attendait à un chaos, mais les Sénégalais ont été résilients. Ils ont géré la présidentielle. Le fait qu'un président soit élu au premier tour dans le contexte, ça montre qu'il y a un consensus sur le choix. Tout à fait. Que ce même président gagne les législatives avec une écrasante majorité, ça veut dire que sur le plan politique, il y a un pôle stable, majoritaire. Tout à fait. Ça, on l'a perdu depuis 5 ans.
Senghor était consensuel. Il a battu Abdoulaye Wade à plusieurs reprises avec des scores extraordinaires qui montraient qu'il était stable. Il avait une majorité, il avait un État, une vision. Bon, Abdou Diouf va être moins stable. Pourquoi moins stable avec Abdou Diouf? Mais parce que il ne représentait plus ce consensus politique que Senghor avait eu. Que c'est le multipartisme qui va affaiblir le parti de socialiste au pouvoir, plus une opposition démocrate qui est relativement plus populaire, et vous avez un éparpillement de partis politiques. C'est tout ça qui fait qu'on a été instable. Mais depuis 2 ans, on retrouve progressivement une stabilité, c'est-à-dire que vous avez une majorité politique confirmée, mais vous avez une opposition qui se construit. Mais même cette opposition-là, c'est peut-être le chaînon qui manquant, il faut que cette opposition se reconstruise pour être un pôle crédible alternatif. Tout à fait. Alors, une dernière question sur ce volet. Alors, beaucoup saluent la symbolique du forum, mais certains observateurs restent sceptiques sur la concrétisation des promesses d'investissement. Alors, est-ce que ce genre d'événement ne risque pas de devenir une simple vitrine politique sans réel suivi structurel? Je pense que c'est un risque. Maintenant, il faut évaluer ça. Le Sénégal a toujours été une vitrine démocratique, comme on l'a dit. Sur le plan des affaires aussi, on est une vitrine. On organise pratiquement tous les grands séminaires régionaux, internationaux. C'est un pays de séminaires. Mais ça n'a pas apporté grand-chose. Tout à fait. Donc les forums économiques, c'est absolument bien et c'est pertinent, mais il ne faut pas rester dans le cycle de ces séminaires, d'organisation de séminaires. La différence avec les séminaires, c'est que c'est des cadres, c'est des administratifs, c'est des gens de la parlotte. Mais l'investisseur, il n'est pas là pour parler. Il veut faire des affaires. Tout à fait. Donc, il faut que, à mon avis, que le Sénégal, si on veut vraiment faire les choses, c'est qu'il faut qu'on ait une offre. Il faut offrir, il faut donner aux gens des réponses concrètes à leur projet. Tout à fait. Et si on le fait, on va réussir à mobiliser ces investisseurs. Mais si tu n'as pas d'offre, tu restes dans les séminaires, dans la parlotte, mais l'investisseur, il ne va pas attendre. Tout à fait. Il va aller ailleurs, là où il a les conditions optimales, et il va s'implanter là-bas. Donc je pense que l'État doit faire tout pour avoir une offre, mais comme je te disais tout à l'heure, le privé ne doit plus attendre tout de l'État. C'est à lui de débloquer la situation. Mais est-ce qu'on a un secteur privé fort également, chez Si? Malheureusement, on n'a pas un secteur privé fort. Hein. Tu prends par exemple le secteur phare, c'est les télécommunications. On est faible. Il nous faut un soutien de l'État, il faut un soutien de l'opérateur français. Ce qui fait que les télécoms, c'est un secteur névralgique. Vous prenez aussi le secteur de l'énergie. On n'a pas vraiment des champions qui vont électrifier. Par exemple, on le voit déjà avec le problème de l'électrification rurale. On est obligé de compter sur des étrangers. Tout à fait. Donc, on n'a pas véritablement encore le patronat dont on rêve. On a un patronat peut-être dans le bâtiment, c'est vrai. On a dans le transport. Mais ce n'est pas de grosses sociétés. Il y a un problème de leadership dans le secteur privé. C'est ça que vous voulez dire? Je pense qu'il y a un réel problème de leadership. C'est vrai que les patronats ont maintenant une seule structure, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas de
patronat leader de l'économie. Notre économie est supportée par l'État. Vous prenez aujourd'hui le privé national, tout le monde se plaint qu'il y a une dette, parce que tu dépends de l'État. Si l'État ne paye pas, tu ne travailles pas. Vous prenez les secteurs stratégiques comme l'éducation, tous les grands chantiers se sont arrêtés parce que l'État n'a pas d'argent et tu n'as pas un privé capable de porter ce projet-là. Ce qui fait que notre patronat, je pense qu'il faut qu'il se remue et qu'il joue pleinement son rôle. Tout à fait. Tout à fait. Alors, monsieur Sy, depuis l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye et Ousmane Sonko, quel changement majeur observez-vous dans la manière de gouverner? Disons que le changement, c'est que, par exemple, c'est frappant qu'il n'y a pas un président omniprésent. Le poids du président n'est plus du tout le même quand vous comparez Wade, Macky Sall, Abdou Diouf et ce qu'on a actuel. C'était des leaders qu'on voyait sur la scène, au premier vue sur la scène politique, n'est-ce pas? Oui, c'est le système présidentialiste. Eux, ils ont voulu incarner le pouvoir absolu. Mais là, tu as une génération qui n'est pas du tout dans ce paramètre-là. Il y a une nouvelle donne. Donc. Il y a une nouvelle donne, une nouvelle approche qui fait que peut-être la particularité de l'actuel pouvoir, c'est que le chef du parti n'est pas président de la République. Ça c'est une donne qui renverse le schéma de gouvernance. Tout à fait. Ils s'entendent, ils ont un même projet, ils ont la même vision, ils ont confiance. Ce qui les lie, c'est pas le pouvoir. Ce qui les lie, c'est une mission. Alors que dans le passé, nos présidents n'avaient pas cette approche. Cette approche-là, tout à fait. Et ça, c'est quand même notable dans la conduite des affaires depuis. Ce n'est pas d'ailleurs par hasard que toute l'opposition tire sur le Premier ministre. Parce que ce changement-là, les gens ne voient pas que c'est un changement de gouvernance. C'est une option. Est-ce qu'on ne doit pas s'adapter à cette nouvelle donne-là pour voir ce que ça va donner plus tard? Mais on est obligé. C'est pas eux qui ont choisi ça. C'est les Sénégalais qui veulent une rupture avec une manière de gouverner. Mais ça, ils le savent, que ce soit Diomaye, que ce soit Sonko, ils savent que les Sénégalais ont assez d'un pouvoir trop centralisé. Puisque eux, ils disent qu'on va aller vers un régime beaucoup plus équilibré. C'est ça notre difficulté au niveau politique, qu'on n'a jamais eu un pouvoir équilibré entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Et ça, l'opposition ne comprend pas cette nouvelle dynamique-là. D'ailleurs, c'est pourquoi je vais vous poser cette question. Comment qualifierez-vous la cohabitation institutionnelle entre le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko? Non, disons que c'est un partage de fonctions. C'est un partage de fonctions. Le président de la République, il définit la politique de la nation. Le Premier ministre, il met en œuvre la vision du président. Ça, c'est... ils ne peuvent rien. C'est ça notre constitution. C'est ça notre système. Maintenant, ce qu'eux, ils apportent, c'est la complicité entre le président et le Premier ministre. C'est cette complicité-là qui est nouvelle. Que quand un président va jusqu'à confier pratiquement tout le pouvoir à son Premier ministre, ce n'est pas parce qu'il il a peur de Ousmane Sonko. Non, c'est sa manière de gouverner. Tout à fait. Qu'il faut décentraliser le pouvoir présidentiel. Mais heureusement, d'ailleurs, pour lui,
Mais est-ce que véritablement le Premier ministre jouait son rôle avec les régimes précédents, sous Senghor, Wade, Diouf? Est-ce que réellement, maintenant, on voit que le rôle du Premier ministre est en train d'être effectué convenablement? Est-ce que c'est pas ça également? Non, je pense que, en tout cas, les anciens premiers ministres, ils ont été premiers ministres, mais sous le contrôle du chef, qui peut te renvoyer du jour au lendemain. Okay. Mais le cas de Diomaye Sonko, avant de renvoyer Sonko, il va bien réfléchir qu'est-ce qui va venir après. Ça, c'est vrai. Ousmane Sonko aussi, il ne peut pas se réveiller un jour pour dire que je pars. Il y a quelque chose qui les lie. Et ce qui les lie là, c'est le contrat qu'ils ont eu avec ce peuple-là. Tout à fait. Et je crois que même le slogan Diomaye et Sonko, c'est ça qui a fermé toute possibilité de dualité. Tout à fait. C'est un choix, c'est un ticket choisi par les électeurs. C'est pas même, je pense même pas que ce soit le PASTEF. C'est les Sénégalais qui allaient avec eux, qui ont dit, puisque lui ne participe pas, il a choisi tel, c'est presque la même chose. Donc cette complicité-là, mais les dépasse largement. Ce qui fait que, je pense que l'un et l'autre vont réfléchir, que les Sénégalais n'ont pas donné un ticket de confiance absolu. Ils doivent travailler en intelligence. Maintenant, les anciens premiers ministres avaient peut-être le pouvoir, mais c'est l'esprit du président chef de parti qui a tout faussé. Qui a tout faussé, tout à fait. Parce que tous les anciens premiers ministres, ils ont été premiers ministres d'un chef de parti. Oui. Il suffit que les clans là, adversaires du Premier ministre aient l'oreille du président pour qu'on limoge le Premier ministre. Le Premier ministre. Mais là, par exemple, ça va être extrêmement difficile. Ce scénario, il est pratiquement impossible tant que Ousmane Sonko est en tout cas président du PASTEF. Ça va être difficile que même le prochain mandat, tu vois déjà sur le plan politique, l'opposition anticipe. Comment elle anticipe, pardon? Disons qu'ils savent que le problème, c'est Sonko. Oui, tout à fait. Parce que c'est lui le président du PASTEF. C'est lui le candidat naturel du PASTEF. D'ailleurs, c'est lui qui reçoit tous les coups. C'est lui qui reçoit tous les coups. Parce qu'ils savent que, pour déstabiliser Diomaye et laisser Sonko, tu ne vas pas réussir. Mais quand tu déstabilises Sonko, tu déstabilises et Sonko et Diomaye. Atteindre Diomaye sera beaucoup plus facile d'ailleurs. Je pense. Tout à fait. Je pense. Alors, bilan politique à court terme. Quelles sont, selon vous, les premières décisions fortes du gouvernement que marque une rupture avec l'ancien régime? Disons que c'est difficile de répondre à ta question comme ça. Mais le fait, par exemple, de dire que après 3 mois d'audit, moi je ne vais pas mentir à mon peuple. Administrativement, ça on ne l'a jamais vu. Un président de la République qui dit que moi, ce qui se passe là, je ne vais pas commencer sans dire la vérité. Ça, c'est un comportement très audacieux. Le deuxième problème, c'est le principal bailleur du Sénégal, le chef de file des bailleurs. Tu lui dis que ce que j'ai trouvé là, toi, tu n'es même pas au courant de la catastrophe financière. Oser dire ça au FMI, c'est une grosse rupture dans le comportement de la gestion des finances publiques. Parce que beaucoup, peut-être, auraient passé l'éponge pour aller chercher de l'argent. Mais le fait de prendre le risque de dire l'état réel des finances, le courage même, et de le dire au FMI, le bailleur de fonds de la finance mondiale, et accepter pendant 2 ans de subir,
ça, je pense que c'est une grosse volonté politique de rupture, avec l'argent facile, avec le financement facile, même avec... bon, ça allait les compromettre s'ils avaient accepté de se taire, de recevoir, de décaisser. Bon, peut-être que d'ici 2009, un scandale pourrait se retourner contre le président de la République. Et je crois que ça, c'est des éléments quand même de rupture. De rupture, tout à fait. Alors, pensez-vous que les engagements de campagne sont en train d'être concrètement tenus? Non, je serais plus nuancé. Je serais plus nuancé parce que ils ont mis quand même 2 ans pour élaborer une stratégie. Tout à fait. Bah, mais ça, ce n'était pas prévu dans la campagne électorale. Mais la contrainte de la gestion du pouvoir fait que tu es obligé d'évaluer ce que tu as trouvé. Tu es obligé de proposer une nouvelle stratégie de développement. Donc ça, c'est une nouveauté pour le président, pour son premier ministre, pour la majorité. Ils n'y s'attendaient pas. Peut-être qu'ils pensaient un scénario plus apaisé, qu'ils viennent, ils exécutent. Non, ils ont été contraints de subir ce que Macky Sall a subi et Abdoulaye. C'est-à-dire que pendant au moins 2 ans pour Macky, 3 ans pour Wade, pour avoir leur stratégie de développement. Tout à fait. Donc là, ils ont mis 2 ans. Maintenant, les promesses, pour moi, si tu veux, il n'y a pas de possibilité d'évaluer des promesses à mi-chemin. La promesse, c'est la rupture en 2029. En 2029. Est-ce qu'on aura véritablement une rupture? Bon. Mais c'est très tôt de faire une évaluation sur ça. Je pense que c'est même risqué de vouloir faire une évaluation parce que bon, ils ont fait moins de 2 ans. Ben, tous les grands chantiers, c'est maintenant que les chantiers émergent. Donc même les chantiers qui émergent, il va falloir peut-être leur hypothèse, c'est 2027-2028. 2028, tout à fait. Pour avoir les premiers résultats du plan de redressement économique. Donc peut-être dans 2 ans, ils auront une idée en tout cas claire des résultats de la gouvernance de Diomaye. Maintenant, c'est vrai que les questions de fond, c'est la jeunesse par exemple. Comment la jeunesse? C'est ça la question de fond pour cette gouvernance de rupture. Ouais. Est-ce qu'ils seront capables de former? Est-ce qu'ils seront capables de donner de l'emploi? Est-ce qu'ils seront capables de redonner confiance à cette jeunesse? Cette jeunesse-là, et ça c'est important. Mais ça, c'est pas en 2 ans. Tout à fait. C'est un processus d'ailleurs. C'est un processus très 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 long. Donc ils ont intérêt. Là, par exemple, à mon avis, il faut qu'ils comprennent que c'est ça l'axe stratégique. C'est le plan de redressement économique et social. S'il ne fait pas avancer la gestion de la jeunesse, ils auront échoué. Tout à fait. C'est ça l'attente. Les jeunes sont capables de se sacrifier pendant 5 ans. Mais à condition qu'il y ait le résultat escompté. Tout à fait, ça c'est important. Alors, parlons de réforme et gouvernance. La refondation de l'État était au cœur de rupture. Alors, quels signes concrets montrent que cette refondation est en cours? Disons qu'on peut prendre le cas des assises de la justice. Ça, quand même, c'est un consensus qu'il y a eu des conclusions que le président de la République est en train d'étudier la mise en œuvre de ces conclusions-là. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, c'est au niveau des intentions pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle. On attend encore. Bon, pour aussi la répartition des fonctions du président et du premier ministre, ils sont encore à l'état qu'il y a un projet de répartition des fonctions. Je dirais que, en tout cas, ils ont élaboré une stratégie pour
avoir un État stratège comme ils le disent. Bon, maintenant, ils sont en train de le mettre en place pour ce qui est des organes de la gouvernance publique, pour ce qui est de la justice, mais pour ce qui concerne également les médias, on se rend compte qu'il y a un projet de redressement des médias au Sénégal. Tout à fait. Bon, donc, ils ont cette volonté de faire la refondation. Maintenant, peut-être que d'ici, en tout cas 2027, j'espère qu'ils vont quand même arriver à la fin d'un processus de refondation de l'État. Ça, je crois qu'ils sont conscients que ils ont fait la moitié du chemin, mais il reste quand même quelque chose au niveau de la répartition des fonctions entre le président et son premier ministre, l'indépendance de la justice. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous pose cette question également qui porte sur le projet de réforme constitutionnelle évoqué. Alors, quelle est son orientation? S'agit-il d'un rééquilibrage des pouvoirs? Je crois que c'est vers un pouvoir beaucoup plus équilibré que le président. C'est pas le président roi. Il verra ses compétences et ses prérogatives de plus en plus déléguées à son premier ministre. Donc, on aura un premier ministre qui va gérer l'administration publique. Ça, je crois qu'ils sont dans ce processus. Il y a aussi l'Assemblée. L'Assemblée a pris ses responsabilités. Elle ne va pas être l'Assemblée telle qu'on l'a connue. Elle veut jouer pleinement. En tout cas, si on regarde la modification du règlement intérieur de l'Assemblée, cette Assemblée-là, si elle applique son règlement intérieur, elle ne va pas être inféodée au président, encore moins au Premier ministre. Donc le schéma de la refondation, ils sont dedans. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Ça fonctionne. D'autant que le président n'est pas chef de parti. Donc là, ils ont en tout cas lancé la dynamique pour qu'on ait plus d'équilibre entre les pouvoirs et que l'Assemblée puisse aussi jouer son rôle de contrôle. Tout à fait. Je crois que le processus est lancé. La justice indépendante également, même s'ils n'ont pas été à l'origine de la création de l'OFNAC et du parquet financier, aujourd'hui, ils mettent en place une mécanique qui laisse penser qu'on va aller vers une justice beaucoup plus indépendante. Que le président, d'ailleurs, depuis 2 ans qu'il est là, il ne s'est pas encore immiscé dans le fonctionnement de la justice. De la justice, tout à fait. Maintenant, il reste peut-être la grosse question, est-ce qu'il va se retirer définitivement du Conseil supérieur de la magistrature? Là, c'est une grosse question. Est-ce qu'il va rester? S'il reste, ça va être l'inachevé. Je crois qu'il devrait quitter. Quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse y avoir comme remarque des magistrats, pour qu'il soit en tout cas plus cohérent avec son projet, il doit se retirer du Conseil supérieur de la magistrature. Tout à fait. Alors, qui vivra verra. La lutte contre la corruption est-elle aujourd'hui effective ou symbolique? Non, je pense qu'elle est effective. Si on en mesure par les affaires que les gérants du fonds Covid aujourd'hui répondent devant la justice, que le président Macky Sall n'en a jamais voulu. Malgré le rapport de la Cour des comptes, il n'a jamais remis ce rapport à la justice. Mais là, c'est fait. Je pense que personne ne peut plus arrêter cette machine judiciaire. Tout à fait. Qu'elle va aller jusqu'au bout par rapport à la gestion du fonds Covid. C'est la même chose aussi pour les autres rapports de l'OFNAC. C'est sûr et certain que parallèlement au fonds Covid, les rapports de l'OFNAC seront encore remis entre les mains de la justice. De la justice, tout à fait. Maintenant, pour ce qui est de ceux gouvernants en place, je crois que la gestion des finances publiques est beaucoup plus rigoureuse avec toute
les réformes de la gouvernance des finances publiques. Je crois que même le président américain a reconnu en disant au président Diomaye qu'il fait un travail fantastique. Tout à fait. Donc ça, c'est le message de l'Amérique par rapport aux efforts de redressement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption. Et je crois que ils sont, la machine est lancée. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on est au Sénégal. On ne sait jamais les aléas politiques. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Monsieur Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique. Alors, parlons de justice et liberté publique. Avec la libération de plusieurs détenus politiques, diriez-vous que l'espace démocratique est en train de se réouvrir? Oui, disons que l'apaisement, ça fait partie aussi de la démocratie, que les gens qui ont fauté, qui ont été devant la justice, qui sont emprisonnés, l'objectif de la justice, c'est pas de punir. L'objectif, c'est de redresser les gens. Tout à fait. Donc, une fois que vous êtes sanctionné, que vous êtes mis en prison, la justice, elle doit participer à l'apaisement du climat social et politique. Donc ça, je crois que c'est le double jeu, la double fonction de la justice. Ça, autant elle sanctionne ceux qui commettent des erreurs, mais autant elle essaie de les rééduquer et de participer à l'apaisement du climat social. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on est dans un cycle infernal, que ça s'est tendu. Après, c'est relax. Après, on revient à la tension. On vit entre les deux. Que ça aussi, ça affaiblit notre démocratie. C'est que je crois qu'il y a un problème de fond, à mon avis, c'est le pouvoir et l'opposition n'ont pas les mêmes normes, n'ont pas les mêmes compréhensions. Que chez nous, quand tu es opposant, tu penses que ton rôle, c'est de taper sur le pouvoir. Tout à fait. Le pouvoir, il pense que son rôle, c'est de taper sur l'opposition. Mais ça, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Si on est une démocratie mature, on respecte le suffrage des Sénégalais, mais le débat, c'est un débat d'idées. C'est pas là, depuis 2 ans, c'est un débat de personnes. Mais est-ce qu'on a une véritable opposition présentement, M. Sy? Ce qu'on voit, c'est des individualités qui attaquent souvent le pouvoir. Oui, je pense que c'est trop tôt de parler d'opposition parce que les partis existent, les chefs de parti existent, mais ça ne fait pas une opposition. On ne les voit plus, pratiquement. Il n'y a que 2 personnes, 3 personnes qui... Mais parce que les gens, je crois qu'ils n'ont pas vraiment diagnostiqué qu'est-ce qui s'est passé après le 24 mars 2024. Ils n'ont pas réfléchi. Que tu as des partis historiques qui ne peuvent même pas faire 3% à une présidentielle. Des partis qui ont gouverné pendant 12 ans, pendant 40 ans. On prend le plus petit score et on donne tout au PASTEF. Il y a un problème sérieux de représentativité des partis politiques. Tout à fait. Plus maintenant, cette problématique générationnelle, il y a une génération qui ne fait plus partie de l'ère du temps. Ce qui fait que ces partis traditionnels sont affaiblis, il n'y a pas de leader historique. Ce que vous avez, c'est des leaders d'opinion. Mais ces leaders d'opinion, ils sont dans les médias. Tout à fait. Ils ne sont pas dans la politique. Ce n'est pas des gens qui rassemblent des travailleurs pour parler de leurs projets. Ou ce n'est pas des gens qui rassemblent des syndicats pour leur dire on va lutter de telle ou telle manière. Mais ils ne sont que dans la sphère médiatique. Et même dans les réseaux sociaux.
Il ne propose rien au peuple, si vous voulez. Mais il ne propose rien, sinon une critique crypto-personnelle. Tout à fait. C'est à la limite, c'est une génération qui est perdue. Okay. Qui se dit que les anciens partis ne sont plus là, les anciens leaders ne sont plus là, c'est notre génération qui est au pouvoir. Pour nous faire entendre, il faut critiquer. Ça, c'est une génération crypto-personnelle. Tout à fait. Et même cette génération-là, elle risque de passer à côté. Si vous voyez les législatives, il y a très peu de leaders jeunes capables de gagner une mairie, par exemple. Tout à fait. Ça, c'est une vraie réalité, d'ailleurs. Alors, parlons d'économie et souveraineté. Sur le plan économique, quelles sont les premières mesures phares prises par le gouvernement? Disons que sur le plan de la souveraineté économique, c'est tout le projet, toute la vision du président est bâtie sur la souveraineté économique. Ça, c'est son axe stratégique. Ce qui fait que le langage qu'ils ont tenu au FMI, c'est ça le langage de la souveraineté financière. Le discours de souveraineté économique est fort, mais concrètement, que signifie-t-il dans les relations avec le FMI et les bailleurs internationaux? Oui, ça veut dire que vous comptez d'abord sur vos propres forces. Ok. C'est cette souveraineté budgétaire, cette souveraineté économique, c'est le socle de votre politique. Maintenant, vous ne dites pas aux autres, c'est à prendre ou à laisser. Non. La souveraineté, c'est de dire que voilà mon option. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc le FMI ou les autres pays, que ce soit la Chine, les États-Unis, chaque pays va avoir l'offre que tu proposes. C'est à partir de ton offre qu'il y a discussion pour voir comment on va collaborer. Et je crois que cette souveraineté-là, elle est encore... elle est là, elle s'exprime sur le plan économique. Il suffit juste, peut-être pour l'étranger, de voir un premier ministre qui va en Chine, qui va en Turquie, qui va aux Émirats, qui va dans les pays africains, qui négocie parce qu'il a une offre. Okay. Dans nos traditions, là où on allait, c'est seulement la France. La France, tout à fait. Et même en France, on allait là-bas pour de l'argent. Et cette fois-ci, la France a été complètement zappée. Ça veut dire que la souveraineté économique, c'est ça l'axe. Tout à fait. Maintenant, il ne faut pas que ça nous prive de collaborer, d'avoir une coopération avec les autres partenaires. Tout à fait. Le franc CFA, M. Sy, reste un sujet sensible. Où en est-on dans le combat sur la monnaie nationale ou l'éco? Là, ça n'a pas avancé, je crois, depuis 2 ans. On est au même niveau que le président et son premier ministre discutent, je crois, avec beaucoup de pays africains. Ils se rendent compte que c'est une dynamique continentale qui peut régler cette question du franc CFA. Ce n'est pas le Sénégal seul qui peut trancher une question de monnaie africaine. Okay. Ce qui fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de sagesse de la part de Diomaye pour dire que on va s'intégrer à la dynamique africaine d'abord, que s'insérer dans les organisations sous-régionales, dans l'unité africaine, dans l'UMOA, toutes ces structures. Mais en même temps, le Sénégal introduit le débat sur le franc CFA. C'est clair que l'option du président et du Premier ministre, c'est mettre fin au CFA. Ça, c'est la vision qu'ils ont. Mais ils savent qu'il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il faut avoir une monnaie africaine. Africaine, tout à fait. Maintenant, je pense que c'est la stratégie. Et ils disent que, à défaut d'avoir maintenant sur le long terme ce qu'ils veulent, peut-être qu'ils vont penser une monnaie locale.
Ça aussi, il faut pas l'exclure. C'est parmi leur projet. Leur projet, ok. Parlons maintenant de ressources et gestion du pétrole, gaz. Avec l'entrée en exploitation du pétrole et du gaz, comment le gouvernement compte-t-il éviter la malédiction des ressources? Je pense que ils ont quand même pris beaucoup d'engagements. C'est de renégocier tous les contrats. Ça, c'est une option qui ne s'est pas seulement limitée au pétrole ou au gaz, mais les ressources minières, les ressources nationales. C'est une bonne stratégie que le Premier ministre ait eu une commission technique qui s'occupe que sur les renégociations. Donc ça, au moins, il aura une expertise technique qui va lui faire des propositions. Ce n'est pas lui, comme Premier ministre ou le président, qui vont décider tête baissée. Mais techniquement, il faut renégocier ces ressources-là, ces contrats. Mais deuxièmement, il faut aussi réformer. Il faut réformer, avoir un code minier, un code pétrolier, un code gazier. Ça, c'est le deuxième élément qu'ils vont mettre en avant. Les codes, plus évidemment le code des impôts, le code des douanes. Mais tout ça, c'est pour préparer l'entrée du Sénégal dans la modernisation. Tout à fait. Et je crois que cette modernisation-là, elle a commencé au niveau de l'administration. Maintenant, les codes qui vont être réformés, la réforme des secteurs agricoles et industriels, c'est tout ça qui fait penser que ils ont une bonne vision de l'économie. Et il faudra maintenant, c'est vrai que le résultat ne peut pas être immédiat. Que c'est sur le long terme, qu'ils doivent travailler. C'est vraiment sur le long terme, à mon avis. Le contenu local est-il vraiment une priorité? Les entreprises sénégalaises sont-elles prêtes à en bénéficier? Je crois que pour l'économie locale, ça reste beaucoup de choses. On parlait tantôt du secteur privé. Tu ne peux pas développer les régions sans un privé local. C'est ça notre grosse difficulté, elle est à ce niveau-là. Que pour qu'il y ait un contenu local, il faut une entreprise locale. Et je crois qu'ils ont une idée originale avec les pôles régionaux de développement. C'est sur ces pôles-là qu'il faut s'appuyer. Qu'un pôle régional, que ce soit à Dakar, ou Thiès, Ziguinchor, Diourbel, etc., que dans ces pôles-là, que tu aies une économie locale, des entreprises locales capables de compétir. Des réalités même régionales sur ces lieux-là, n'est-ce pas? Vous voulez dire? Absolument. Tout à fait. C'est ça qui peut donner sens au contenu local. Ok. C'est-à-dire que tu as une grosse entreprise, une multinationale, qui vient dans une région. Mais dans la région, tu n'as aucune entreprise compétitive. Mais tous les gens ont pensé jusqu'à présent que le contenu local, c'est que tu fais des dispensaires, tu fais des écoles, tu fais des routes. Mais ça, en tout cas, la dynamique qu'on veut déclencher ne peut pas se réduire à ça. C'est à la limite c'est de la charité que tu fais. Tout à fait. Mais quand tu as des entreprises locales qui produisent, qui sont capables de négocier avec la multinationale, qui sont capables de négocier avec l'État, ces entreprises locales-là, c'est elles qui vont créer de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes. C'est ça le contenu local. Pour la population locale. Même la population, tu vois déjà toutes les réactions de la population contre les multinationales. Parce qu'ils occupent la terre des paysans. Ça également, c'est un autre problème également. Mais il faut avoir une autre approche du développement local et du contenu local. Ok. Il faut vraiment se mettre dans la perspective d'une économie endogène. Que c'est ça qui peut donner sens au contenu local.
Et je crois qu'il faut aussi que l'État là rompe avec cette perception misérabiliste que j'ai des milliards, je prends la terre des paysans, je leur donne des dispensaires, des écoles, et après je m'accapare des terres, de la production, et je vais vendre à l'étranger. Ouais, il faut une véritable rupture sur cette pratique. Jeunesse, emploi et perspective sociale. L'emploi des jeunes, ici, reste un défi majeur. Alors, quelle est la stratégie concrète du gouvernement à court et moyen terme? Bon, je crois que le gouvernement a maintenu les grandes structures dédiées à la jeunesse, que ce soit la formation, le financement, l'emploi, l'entrepreneuriat. Bon, c'est le schéma qu'ils ont préservé. Mais à mon avis, il faut aller plus loin que ce maintien. Ça ne va pas régler les problèmes de l'emploi de la jeunesse. Il faut qu'il y ait une politique de l'emploi. La politique de l'emploi, ce n'est pas ce qu'on a vécu jusque-là. C'est-à-dire tu prends des jeunes, tu leur donnes de l'argent, ou tu les formes, tu les insères. Bon, ce n'est pas ça la politique de jeunesse. Je pense qu'il faut redéfinir la politique de la jeunesse. Pour voir, par exemple, je prends le secteur qu'on ne prend jamais, c'est l'informel. Mais l'informel, c'est la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement les élèves et les étudiants. La jeunesse sénégalaise, c'est ceux qui sont en activité dans l'informel. Mais ces gens-là, ils ne sont pas formés. Et le pourcentage est très élevé. C'est eux qui occupent l'économie du pays. Tout à fait. Donc, comment trouver une politique d'emploi, d'insertion pour ce secteur informel-là? Comment le formaliser? C'est là, à mon avis, la politique de l'emploi. Il faut travailler pour formaliser ce secteur, que ce soit dans le commerce, dans la restauration, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans l'industrie. On a un bon exemple, c'est les Chinois. Les Chinois sont là, ça ne fait pas 20 ans. Mais aujourd'hui, la Chine représente énormément de choses sur le plan économique. Tout à fait. Donc nos commerçants ou les acteurs de l'informel, mais ils peuvent faire mieux et plus que les Chinois. Mais ça demande, je crois, comme je le disais, une véritable politique de l'emploi. C'est la même chose aussi, par exemple, pour les femmes. La place économique des femmes, elle est extraordinaire au Sénégal. Mais c'est pas... Elle est énorme d'ailleurs. Mais on n'en fait pas une force économique. Et les femmes sont tellement motivées. C'est des travailleuses. Alors, les réformes de l'éducation et de la formation professionnelle suivent-elles le rythme des besoins du marché sénégalais? Non, je ne pense pas. C'est trop de le dire. On est vraiment... ils gèrent le statu quo, je crois, que ce soit l'éducation, que ce soit l'enseignement supérieur. Bon, il y a, c'est vrai, l'agenda pour chacun de ces secteurs-là. Il y a un agenda de transformation, il y a des réformes qui sont en vue. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement évalue sérieusement le système éducatif sénégalais, évalue le système de l'enseignement supérieur et qu'on réoriente. On parlait tout à l'heure du plan de redressement économique et social, mais il faut un plan de redressement de l'éducation. Ça, c'est important. L'éducation est en déphasage avec l'économie, avec la société, avec la diaspora. On a un système éducatif improductif. Mais si on ne le réoriente pas dans la direction du plan, on aura toujours les mêmes problèmes au niveau de l'école. Les mêmes problèmes, tout à fait. Alors, M. Si, maintenant, il ne nous reste que 3 minutes pour terminer cette émission. Relations internationales et diplomatie. Alors, quelle est aujourd'hui la position du Sénégal dans la CEDEAO, surtout après les tensions dans la sous-région?
Ouais, je pense que le Sénégal quand même joue un rôle important dans le Sahel, qu'aujourd'hui on est le seul pays qui est en relation avec tous les pouvoirs militaires. La diplomatie fonctionne, le commerce fonctionne avec ces pays. Le Sénégal est en train d'être un leader. C'est pas la Côte d'Ivoire qui négocie avec les pouvoirs militaires, c'est pas le Nigeria, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est le Sénégal. Tout à fait. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un leadership accepté qui se construit. Si on prend aussi sur les grandes questions de l'Afrique, je crois que après Macky Sall, c'est Diomaye qui porte la voix de l'Afrique aujourd'hui. On entend moins le président ivoirien, on entend moins les Sud-Africains. Mais sur le plan politique, la diplomatie sénégalaise a marqué quand même beaucoup l'attention au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies et même notre relation avec l'Union européenne. Donc je crois que politiquement on marque notre territoire, mais maintenant ce n'est pas suffisant sur le plan économique. Sur le plan économique, je crois qu'on gagnerait à intégrer davantage l'influence économique. Que la Côte d'Ivoire est plus influente que nous sur le plan économique. Le Nigeria, pareil, le Ghana, l'Afrique du Sud. Donc notre diplomatie, je crois, doit être à la fois politique, mais également économique. Sur le plan économique, je crois que nous avons intérêt à beaucoup travailler pour que notre diplomatie prenne en compte les vraies questions économiques de l'Afrique. Tout à fait. Alors, les relations avec la France ont-elles changé sur le fond ou uniquement dans le discours? Non, je pense que il y a eu beaucoup de suspicions, beaucoup d'annonces, de clash. Je pense que c'est une relation aujourd'hui normale, en ce sens que le président Macron a pris la température du régime actuel. C'est clair pour tous les Français qu'on a un pouvoir qui est dans la rupture. Non pas seulement, comme les gens ont voulu le faire croire, la rupture avec la France, mais c'est la rupture dans la coopération internationale. Tout à fait. Je crois que ce message-là, il est passé. On l'a vu d'ailleurs, une question assez délicate, c'est la présence des militaires français. Ils sont partis sans bruit. Tout à fait. Les gens pensaient que ça allait être une tension, ça allait être la rupture. Mais les deux États ont réfléchi, ont trouvé un accord commun. Que je crois que c'est une relation qui se normalise. La France accepte quand même les grandes orientations. Mais évidemment, il ne faut pas aussi se faire trop d'illusions. La France reste la France, c'est-à-dire que elle gère ses intérêts, que les Sénégalais ne croient pas que la France va gérer les intérêts des Sénégalais. Ce qui l'intéresse, c'est les intérêts de la France, et de l'Europe. Et de l'Europe, tout à fait. Alors, la toute dernière question sur l'évaluation et les projections. Alors, M. Mamadou Sy Albert, 20 mois après l'installation du nouveau pouvoir, êtes-vous optimiste quant à la réussite du projet politique porté par Diomaye et Sonko? Pourquoi? Disons qu'ils n'ont pas droit à l'échec. Pour moi, ils en sont conscients, les Sénégalais en ont conscience. Ils ont fait des choix stratégiques de gouvernance politique et économique. Ça, c'est vraiment ce qui est rassurant. Que dans tous les secteurs, on se rend compte que le Sénégal a un potentiel. Donc ça, je crois que c'est un acquis pour la nouvelle majorité. Maintenant, la grosse question, c'est que vous êtes ambitieux, mais vous avez des projets, vous avez une démarche. Mais si vous ne planifiez pas vos priorités, vous risquez
de rater tous vos objectifs. Donc pour moi, c'est vraiment la planification des priorités. Est-ce que ce gouvernement sera capable de faire un travail de planification, d'exécution, de suivi? C'est ça la faiblesse de l'État du Sénégal. Et pour ça, c'est une grosse question. Mais l'autre question aussi, c'est, à mon avis, les Sénégalais sont trop attentistes. Ils attendent trop de ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là doit retourner la situation. C'est-à-dire que les gens attendent trop de toi parce que tu es ambitieux, ils ont confiance. Mais sache que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire sans eux. Tout à fait. Il faut qu'ils aient l'intelligence de retourner la balle dans le camp du peuple. Que ce peuple-là, c'est à lui de se mobiliser pour... on parlait par exemple des opérateurs privés. Oui, tout à fait. Si le privé pense que c'est l'État qui a la solution, alors que c'est lui qui a la solution, on risque d'être dans le même cycle. Ça pose problème. Et je crois que, en tout cas, en termes de communication, il reste beaucoup à faire. Tout à fait. Il reste beaucoup à faire. Alors, M. Mamadou Sy Albert, votre dernier mot. Non, sinon, je te remercie infiniment pour cette discussion. Je suis vraiment content du débat et je te remercie encore une fois. Et je salue également tout le personnel et le directeur. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. C'est moi qui vous remercie, monsieur Mamadou Sy Albert, que nous recevions dans cette émission Océan Politique. Je remercie également le technicien Souleymane Ly qui a arrangé du début à la fin cette émission, le directeur de la radio, monsieur Abdoulaye Diop, tout le personnel de Océan FM et nos chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre invité. Merci, monsieur Sy.